Le caractère négro-africain de la civilisation égypte pharaonique a divisé des générations successives d'anthropologues et d'égyptologues. L'africanité de l'Égypte ancienne est devenue au fil des années un sujet éminemment polémique, un champ de bataille idéologique où l'européocentrisme des uns a succédé à l'afrocentrisme des autres. Le mythe de l'Égypte noire est apparu dans les années 50. En 1951, Cheikh Anta Diop publie une retentissante thèse de doctorat dans laquelle il soutient que l'Égypte était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Sa thèse rencontre un grand écho et finit par être publiée sous la forme d'un livre, Nation nègre et culture, publié en 1955. Quelle est l'actualité du sujet? Quel nouvel éclairage peut-on jeter sur l'Égypte antique pour aborder avec un regard nouveau le mythe de l'Égypte noire? Nous recevons Primus Guémon. Il est égyptologue. Mon invité de ce numéro de Crise et Identité soutient sans réserve que l'Égypte est une civilisation négro-africaine. Alors, merci à vous, cher Primus Guémon, d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui vous fonde à soutenir que la luxuriante, la glorieuse civilisation égyptienne était une civilisation négro-africaine? Quels sont les éléments que vous avancez pour soutenir cette thèse? Merci pour l'invitation et merci pour les questions aussi. D'abord, la civilisation pharaonique égyptienne est une civilisation de l'écriture. Cela veut dire que les Égyptiens ont écrit beaucoup sur eux-mêmes et sur les autres. Il y a une importante... Ce qui, d'abord, surprend quand vous allez vous intéresser à l'égyptologie et à l'Égypte ancienne, les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais appelé leur pays Égypte. Ils l'appelaient Kémiou, ce qui signifie le pays des Noirs. Oui, mais la terre des Noirs. La terre des Noirs... Laissez-moi finir. Et c'est le nom qu'ils ont donné à leur pays. Maintenant, vous allez me demander d'où vient le mot Égypte. L'Égypte, que les Grecs ont appris à tout le monde entier, était au fond le temple du dieu du travail égyptien qui s'appelait Ptah et qui résidait dans la ville de Memphis, que les Égyptiens appelaient Ménéphère. Et les Grecs avaient l'habitude de faire le pèlerinage dans cette ville-là, dans ce couvent-là, ou dans ce temple-là, qu'ils appelaient Égyptos, c'est-à-dire le temple de l'âme du dieu Ptah, en grec. Et, de fil en aiguille, le nom du temple, en grec, a fini par désigner la ville et par extension le pays. D'accord? Et puis de deux, quand vous allez prendre le papyrus de Ounefer, ou bien Ounefa, qui se trouve au musée de l'homme à Londres, ce scribe dit que nous, Égyptiens, nous sommes venus des pays où naît le Nil. D'accord? Au pied des collines, au pied des collines de la montagne de la Lune. Si vous vous intéressez à l'Afrique, vous allez trouver qu'il y a une montagne, ou deux montagnes, qui s'appellent toujours, dans les langues africaines, une s'appelle le Kilimandjaro, en Swahili, ce qui signifie la montagne de la Lune. Avec les neiges éternelles, voilà. coiffées des neiges éternelles. Voilà, et ça s'appelle la montagne de la Lune en Kilimandjaro. Et quand vous allez en Ouganda, vous avez aussi une autre montagne qui s'appelle Ruwenzori, qui signifie, dans la langue bouganda, la même chose. Donc les indices que les Égyptiens ont donnés 6000 ans avant Jésus-Christ, vous les retrouvez encore en Afrique. Que les Égyptiens ne sont même pas nés au nord de l'Afrique, ils ont quitté l'Afrique pour aller s'installer là-bas. Et où de l'Afrique, ils l'ont dit. Donc, la polémique même n'a pas de sens. Parce que l'Égyptien lui-même a dit ce qu'il est, où il était. Maintenant, le problème, c'est que les autres ne veulent pas l'accepter.
Alors, les Égyptiens, d'où ils viennent, vous venez de le dire, mais l'une des thèses couramment disponibles sur le marché, c'est que les Égyptiens viendraient de cette région que vous avez décrite, le Soudan. Mais des travaux ont prouvé que la civilisation égyptienne était antérieure à la civilisation soudanaise, par exemple. D'abord, Soudan nous vient du mot Belad al-Soudani. Ça, c'est les Arabes. Vous voyez? Et curieusement, Belad al-Soudani, en arabe, signifie le pays des Noirs. Donc, quand vous dites le Soudan, vous dites le Noir. Soudanais, en arabe, signifie le Noir. Vous voyez que les sources authentiques nous ramènent au nom ancien de l'Égypte, le pays des Noirs. Maintenant, si les Égyptiens disent que leur pays est un pays des Noirs, pourquoi maintenant le mythe de la négritude égyptienne devient un mythe? Il n'y a pas un mythe. Maintenant, je vous ai apporté ce livre-là. Mais malheureusement, il est en allemand. Das verlorene Atlantis. Alors, c'est un érudit allemand, il s'appelle Martin Fresca. Et lui, ce qui l'a intéressé dans ce livre, c'est la légende du déluge que vous trouvez dans la Bible. Alors, il a parcouru le globe terrestre pour récolter chez tous les peuples cette même légende. Et il explique quelque chose ici, il explique la descendance des fils de Noé. Parce que c'est dans la Bible, c'est à Noé que Dieu a parlé, qui avait 3 fils, et il devait sauver sa famille. Et il explique la descendance de ces 3 fils. Avec Shem ou Sem sera l'ancêtre des Sémites. Les peuples sémites, les Arabes et les Juifs. Les Arabes et tout. Japheth, les Européens disent que c'est leur descendance. Leur ancêtre. Leur ancêtre. Et quand vous tombez sur Cham, le premier fils de Cham s'appelle Couche, son second s'appelle Mizraïm, le troisième s'appelle Pout, et le quatrième va s'appeler Cana. Vous voyez? Couche et les Couchites, c'est ce que les Grecs ont appelé les Noirs, les Éthiopiens. La civilisation nubienne. Tout le monde reconnaît que la descendance de Cham est noire, sont les Noirs. Donc, et curieusement, Cham, vous voyez, vous connaissez, c'est le C, ce H là au fond, c'est le K, dans scolastique. Scolastique aussi, avec ces H. Et Cham, au fond, c'est le nom que les Égyptiens ont donné à leur pays. Kham. Oui, mais il y a un certain nombre d'égyptologues qui soutiennent que le nom Kham signifie terre noire, la terre noire, en référence les Occidentaux traduisent au sol. Traduisent le mot Kham par le sol. Pourquoi? Parce que pour eux, Kham ne désigne pas le peuple, mais la terre. La fixité à la terre. Pourquoi la fixité? Car nous disons aussi, dans nos langues, le pays des Blancs, et nous ne faisons pas référence à la terre blanche des Blancs. Hein? Et quand nous parlons des jaunes, nous ne faisons pas référence à la terre jaune de la Chine ni du Japon, mais nous faisons référence à la couleur de peau. Alors, et quand on vient en Afrique, quand on fait référence au pays des Noirs, on veut que ce soit le sol. Pour quelle raison? Alors, vous voyez que le débat n'a pas de sens le plus souvent. Abordons à présent les éléments anthropologiques, anthropométriques, raciologiques qui étayent votre thèse. Qu'est-ce qui, dans les caractères physiques, phénotypiques de ces Égyptiens-là, prouve? Parce qu'on voit les momies sont peintes en ocre rouge. Pourquoi est-ce que des gens qui sont noirs ne se représentaient pas avec des... Il ne faut pas mélanger les choses. On n'a pas peint les momies. D'accord? Maintenant, quand vous prenez la civilisation... Pardon, je parle des hiéroglyphes. Quand vous prenez la civilisation égyptienne, c'est au moins 6000 ans d'histoire continue. Et ce qui est très important quand vous vous intéressez à l'Égypte, c'est des dynasties. Et on en a compté jusqu'à 30, ou jusqu'à plus de 200 pharaons. Maintenant, quand vous prenez la dynastie, la 18e dynastie, elle a une caractéristique.
les pharaons de la 18e dynastie étaient des pharaons impérialistes. C'est-à-dire des pharaons qui ont décidé qu'ils vont dépasser les frontières de l'Égypte et coloniser les peuples qui les entourent. Donc ils ont étendu leur puissance. Aujourd'hui, c'est des pays que nous appellerons la Syrie, la Turquie, vous voyez, le sud de la Grèce. Donc les gens ne se sont pas restés, ne se sont pas enfermés dans le carcan africain. Ils ont débordé le carcan africain. Ouais. D'accord? Et ils ont ramené aussi des prisonniers en Égypte, de ces pays conquis. Civilisation de l'écriture, civilisation de la conservation de l'histoire. Donc on a dessiné tous ces gens-là dans leur tombeau. Et vous voyez les peuples. Les peuples, à l'époque, on ne parlait pas de race. Hein? Les peuples. Le problème, des fois que l'on peut comprendre, avec toutes ces histoires de polémiques ou de théories blanches ou noires, c'est que les pharaons noirs ont fait des prisonniers blancs. D'accord? C'est là tout le problème de l'égyptologie. Donc vous postulez qu'il y a eu un métissage. Je ne postule. Un métissage. Il n'y a pas un métissage. Il n'y a pas un métissage. Quand le noir est l'esclave du blanc, tout le monde trouve ça normal. Et c'est l'image qu'on prépare partout. Mais le blanc esclave du noir, ce n'est pas connu. Oui, mais si, selon votre thèse, l'Égypte était la civilisation dominante, ce n'est pas ma thèse. Cela tombe sous le sens. C'est ce que les Égyptiens... Et d'ailleurs, ils l'ont écrit. Le pharaon qu'on enterrait ne faisait rien d'autre que de faire écrire sa gloire et ce qui fit sa gloire de son vivant. Et c'est ça qu'on a mis dans les tombeaux. Et c'est ça que les archéologues s'en vont déterrer. Donc en déterrant les choses, vous les lisez. Le pharaon dit que qui il est, il commence par son nom, il commence par sa titulature, et on commence par les faits glorieux qu'il a fait. Revenons à Cheikh Anta Diop qui, lui, dans sa thèse de doctorat, s'est attaché à l'étude de la peau, c'est-à-dire à l'étude de la mélanine des momies. En tout cas, sa thèse est basée essentiellement sur la présence ou l'absence, le degré de présence de mélanine pour justifier que ces momies-là étaient effectivement des négro-bantous, des négro-africains. Je dirais qu'il faut laisser Cheikh Anta Diop tranquille. Parce que si vous lisez beaucoup d'autres livres, beaucoup d'égyptologues occidentaux, aussi on dit la même chose. Avant Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a le mérite qu'il est le premier Africain à reprendre la même thèse. Sinon, il n'est pas le seul. Vous ne lisez pas l'allemand. Je peux vous citer aussi David Basilson, ou Basil Davidson. Il y a beaucoup qui ont dit ça. Mais on ne les attaque pas. Tout le monde s'accroche ou s'attaque à Cheikh Anta Diop. Le pauvre, il n'a fait que dire ce que beaucoup d'autres ont dit. Même Jean-Paul Lyon, celui qui a déchiffré, et son cousin qui va le succéder, on dit que maintenant qu'ils peuvent lire, ils ont honte de leur race. C'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. Mais c'est des choses aujourd'hui qui ont disparu de la circulation. Vous allez lire aussi le livre d'Édouard Chiré, Les grands initiés, qui parle du rapport entre les races, entre la race blanche et la race noire, et entre la race rouge. Et qui ont été les premiers qui ont dominé le monde. Si nous voulons parler de la domination du monde en termes de race, oui, la race blanche est la dernière. Toutes les autres races que la race blanche a colonisées, en termes de domination du monde, l'ont précédée. C'est au fond, c'est ça la vérité. La race blanche est la dernière, pour ce qui concerne. Les Noirs ont commencé. Alors, quel est l'intérêt pour les négro-africains aujourd'hui de revendiquer une affiliation avec l'Égypte antique, si ce n'est pour se réhabiliter aux yeux de l'histoire? Nous ne revendiquons rien. C'est notre histoire, c'est tout. Nous ne revendiquons pas. C'est parce que l'Africain ne sait pas ce que l'Égypte a donné au monde qu'on a tout ce problème. Un seul exemple, je vais vous donner un exemple. L'État romain, vous savez ce que c'est? C'était la copie de l'État égyptien. Vous voyez? Je vais vous donner aussi une invention égyptienne que personne ne remarque. C'est l'école.
Bien sûr, la colonisation vous dira que c'est les Blancs qui ont introduit l'école en Afrique. La poste, d'accord? Aller à la poste, poster une lettre, c'est une invention africaine. Oui, les inventions africaines sont devenues universelles parce que le monde entier l'a pris. Le problème que nous avons, et que vous avez, est que pour justifier l'esclavage, j'ai pas de problème particulier. Pour justifier l'esclavage de l'Afrique, qui a duré au moins 500 ans, avec et à cause du christianisme, qui est une religion de l'amour du prochain, alors que l'esclavage n'est pas l'exemple de l'amour du prochain, l'Occident a été obligé de se justifier pour se donner une âme tranquille. C'est tout le problème. Parce que l'amour du prochain, même à accepter que c'est nous-mêmes qui vendons nos frères. L'amour du prochain aurait dû pousser l'acheteur à ne pas le faire parce que c'est contraire à sa religion. Monsieur Guénou, pour revenir à la civilisation égyptienne antique, qu'est-ce qui, dans les momies, dans les hiéroglyphes, les représentations que les Égyptiens se font d'eux-mêmes, et également dans les statues, vous porte à penser que cette civilisation était effectivement... Parce qu'on regarde les caractères physiques. D'accord. Maintenant, vers la fin de l'Égypte, l'Égypte n'était plus négro-africaine. Donc, quand vous prenez le métissage. Alexandre le Grand, laissez le métissage tomber. Quand vous prenez Alexandre le Grand, quand vous allez prendre Darius, le Perse, jusqu'aux Français et aux Britanniques, ça c'était blanc. Maintenant, les Noirs égyptiens, les scribes qui les ont servis, ont toujours été honnêtes. Ils ont donné leur représentation. La représentation d'Alexandre le Grand est comme il était, blanc, avec des cheveux blancs, même gravé dans la pierre. D'accord? Même de Darius. D'accord? Même des Romains. Maintenant, tous les autres qui ne sont pas blancs posent problème. Pour qui? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce que Alexandre le Grand est blanc que Toutankhamon n'a pas été noir. Or, c'est ce qu'on veut nous faire dire maintenant, que parce que les derniers pharaons qui ont régné sur le trône égyptien sont blancs, tout le monde, à commencer par le commencement, est blanc. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Guénou, l'Égypte se situe à un carrefour de plusieurs autres civilisations qui sont développées par la suite. Les Égyptiens, de par leur position géographique au sommet de l'Afrique, au niveau du delta du Nil, étaient proches, vous l'avez dit, avec la civilisation grecque, les civilisations assyriennes et d'autres civilisations sumériennes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce que cette civilisation disait des Noirs, disait des Égyptiens? Qu'est-ce que Hérodote a écrit sur les Égyptiens? Qu'est-ce que la Bible? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, Moïse, l'épopée de Moïse, les Hébreux ont trouvé refuge en terre d'Égypte. Est-ce que pendant ce temps-là, cette Égypte-là, de cette époque sous Ramsès II ou avant Ramsès II, était une Égypte déjà blanche? Quand vous prenez Nimrod dans la Bible, dans l'Ancien Testament, grand chasseur devant l'Éternel, il faisait partie de la descendance de Cham. C'est Nimrod qui va aller fonder la ville de Ninive, dont on a donné les dimensions exactes dans la Bible. C'est un noir. Vous voyez, quand vous posez des questions, il faut ça. Quand vous prenez les Philistins, ils sont les descendants des Noirs. D'accord? Vous lisez la Bible sans savoir. Quand la Bible cite les peuples, mais vous ne savez pas quel peuple cite. Oui, mais c'est des peuples qui ont disparu. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. C'est les Philistins qui vont s'appeler plus tard les Palestiniens. Et les Palestiniens, ce sont des Arabes aujourd'hui. Les Arabes sont rentrés dans cette région à partir de quand? Ce sont ces détails qu'il ne faut pas négliger. Quand vous voulez discuter la couleur de peau de ces gens-là, il y a des détails à ne pas négliger. La conquête musulmane qui va amener les Arabes en Égypte, les Arabes préexistaient avant l'islam. Qui va amener les Arabes en Égypte date de 639 après Jésus-Christ. C'est récent. Maintenant, vous n'allez pas faire le voyage dans le temps en prenant les Arabes qui sont venus par conquête en 639
pour les replacer 4000 ans avant Jésus-Christ en Égypte, pour nous parler des Arabes en Égypte. C'est ça les problèmes que les gens font. Parce que c'est pour ça qu'il faut tenir compte de la chronologie. D'accord? Vous avez développé au départ une thèse qui disait que tous ces peuples-là présents dans la région étaient des descendants de Noé. Vous avez parlé Je n'ai pas dit ça. Des fils de Noé. Je n'ai pas dit ça. Car alors, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit Précisez que les votre propos. fils de Noé sont une représentation symbolique pour expliquer la descendance des peuples. Voilà. Et les gens se Donc, reconnaissent dans les ce descendants. qui suppose Oui. que pendant que la glorieuse civilisation égyptienne connaissait ses heures de gloire, ces autres peuples-là étaient également dans la région. Ils ne sont pas sortis ex nihilo. Vous mélangez les choses à tel point que je ne sais plus par où commencer. Vous mélangez. Parce que Alors, éclairez ma lanterne. Éclairez ma lanterne. Oui, c'est cette fixation. Moi, chez les intellectuels qui, des fois, m'offusquent. Parce que l'intellectuel, a priori, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ou sait réfléchir. Bon, qui doit trouver les choses par lui-même, par réflexion et par lecture. Penser par soi-même, penser contre soi-même. Quand je vais vous parler des Fatimides, peut-être que vous les connaissez, ou des Sarrasins. Sarrasin. Oui. Vous voyez, même en les citant, je donne déjà une époque donnée de l'histoire humaine. Vous voyez? Sûr. Donc, en nommant les choses... Nous sommes autour du 7e siècle, du 7e, 8e siècle. Vous voyez, voilà. Vous voyez? Après Mahomet, après l'islam. Maintenant, quand je parle de Toutankhamon, nous sommes en quel siècle? Quelques millénaires avant... Vous voyez que vous n'êtes plus précis. Avant le Christ. Vous voyez que vous n'êtes plus précis. Parce qu'il faut aller à la datation au carbone 14 ou au fluor pour situer tous ces peuples. Pourquoi vous voulez maintenant aller au carbone 14 alors qu'avec les Arabes au 7e siècle, vous êtes à l'aise? Oui, mais c'est récent. C'est récent. Donc ce qui n'est pas récent, ça devient un problème. Oui, mais il y a eu un découpage chronologique de l'histoire. Le calendrier même que vous utilisez, qu'on appelle aujourd'hui grégorien, qui en a la paternité? Vous le savez. C'est ça? Le calendrier que nous utilisons, qui nous donne l'année de 360. Moi, je pose des questions, oui, M. Guémon. C'est le calendrier égyptien, qui est toujours en usage. Alors, comment alors vous n'êtes pas capable de nous situer la date de Toutankhamon ou d'Akhenaton? C'est des choses. Ces gens-là ont utilisé le calendrier pour le même but. Mais vous êtes tous d'accord que les égyptologues travaillent avec du carbone 14, avec du fluor pour dater un certain nombre de momies, pour savoir exactement à quelle période ces momies-là ont vécu ou ont été ensevelies. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que ça puisse être noir, c'est tout. Et puis la datation carbone 14, qui l'a introduit dans la datation? C'est ton frère, Cheikh Anta Diop. Avant lui, personne ne l'utilisait. Alors, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné de l'histoire, l'Égypte ait cessé d'être noire? Vous avez envoyé une première thèse, celle de la colonisation d'autres peuples qui sont venus s'installer dans l'Égypte. Qu'est-ce qui explique l'éviction des Noirs à la tête de ce royaume qu'ils ont bâti, de cette grande civilisation qu'ils ont bâtie? Et est-ce qu'il y a eu un génocide ou une déportation de ces peuples-là pour que subitement, aujourd'hui, on se retrouve avec une Égypte peuplée d'Arabes et peuplée entre-temps également d'Européens? Je vous ai donné la réponse, mais vous ne l'avez pas su. Les Fatimides, quand ils sont arrivés, c'est des Arabes musulmans. Bien sûr, bien sûr. Quand ils sont arrivés dans la région, ils ont respecté quoi et qui? Ils ont respecté les chrétiens nubiens et les chrétiens coptes. D'accord? Avec les Sarrasins, ça s'est arrêté. Les Sarrasins sont venus quelque part de la Syrie. Eux, ils ont soumis tout le monde avec l'épée ou le sabre à l'islam. D'accord? Donc les choses chronologiquement s'expliquent. La seule bastion qu'ils n'ont pas pu soumettre avec le sabre, c'était l'Éthiopie, qui s'appelait à l'époque Abyssinie. Vous allez voir que Aksum, Meroé, tout ça là sont tombés sur le sabre arabe. C'est daté, c'est dans l'histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux avec la Syrie, là où vous avez des conquêtes successives, c'est-à-dire des guerres que font les peuples. Donc, vous sous-entendez que ces gens ont été chassés de l'Égypte? Il y a la marche naturelle aussi des peuples, l'apogée, le déclin.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer la Grèce et l'Allemagne. L'Allemagne écrase par sa puissance économique, la Grèce, civilisatrice de toute l'Europe. Donc la marche naturelle des peuples aussi était si faite que aux apogées succèdent les déclins. Donc pour l'Afrique, ce n'est pas anormal. C'est tout le débat qu'on fait autour de ça qui est anormal. Nous avons, nous Africains, plus de 10 000 ans d'histoire. C'est beaucoup. Donc qu'aujourd'hui nous soyons dans cette situation, après 10 000 ans d'âge, c'est tout à fait normal. Avec les péripéties de l'esclavage, de la colonisation, c'est tout à fait normal qu'on soit là. Il ne faut pas en faire un drame. Si vous connaissez notre histoire ou votre histoire, on ne va même pas s'en effacer. C'est normal. Alors, depuis le début de cette émission, vous essayez de déconstruire cette vision européocentrée du monde, là, qui constitue à tout blanchir, à mettre du blanc partout, même quand c'est avec la civilisation noire qui était présente en Égypte. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être en train de refaire la même chose que ce que vous combattez? C'est-à-dire que réinstaller une nouvelle doxa, une nouvelle pensée dominante sur l'Égypte en disant que voilà, c'est un afrocentrisme. C'est-à-dire que vous chassez l'européocentrisme et vous le remplacez aussitôt par l'afrocentrisme. Le livre de Théophile Obenga sur la géométrie égyptienne. Le disciple de Cheikh Anta Diop. Moi j'ai fait la mathématique. J'ai appris le plan cartésien, le plan euclidien et autres. Mais personne ne l'a dit que déjà en Égypte, il existait le plan cartésien. Oui. Que les Égyptiens en mathématiques appelaient ce que nous on a appris en mathématiques comme les fils de Fibonacci. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est des séries mathématiques qui existaient déjà en Égypte 4000 ans avant Jésus-Christ. Et le fameux théorème de Pythagore. Oui, qui a été découvert en Égypte. Même Thalès. Avec ces 3000 ans triangles. avant Pythagore, c'est le triangle 3, 4, 5 que les Égyptiens l'appelaient. Pourquoi, bon sang de bon Dieu, aujourd'hui c'est connu comme le triangle de Pythagore? Ouais, c'est tous ces problèmes-là qu'on essaie de remettre à l'ordre et on parle d'afrocentrisme. Je ne crois pas. Alors, je ne crois pas. Qu'est-ce qui dans l'Afrique contemporaine nous provient de cette civilisation égyptienne-là? Nos traditions. Quel est l'héritage? Nos traditions. Quand vous prenez moi, quand je vois les Zoulous, oui. Et les prêtres Zoulous, dans leur peau de léopard, danser, chanter, est-ce qu'ils savent que ça vient de l'Égypte ancienne? Ils ne le savent pas. C'est là le drame de l'Afrique aujourd'hui. Nous trimballons dans nos traditions, dans nos habitudes, l'Égypte ancienne que vous ignorez. Mais spontanément, chaque peuple chante et danse. Pourquoi est-ce que ça appartiendrait à l'Égypte, l'exclusivité du chant et de la danse? C'est vous qui posez les questions. Et moi, c'est cette ignorance de l'Africain, de lui-même, qui m'énerve. Non, mais pourquoi est-ce que vous renvoyez tout à l'Égypte? Pardon? Tout ne vient pas d'Égypte. Les Égyptiens viennent également de quelque part. Certainement qu'ils ont croisé d'autres peuples. Les Africains, intéressez-vous à l'Égypte. Quel est le pharaon qui a décidé qu'aujourd'hui, nous allons laisser nos tribus, les tribus de chacun, pour penser à l'État égyptien? Vous me donnez le nom? Je ne connais pas beaucoup. Vous voyez? Oh, ça, c'est votre histoire. C'est votre histoire. On n'enseigne pas dans les écoles. On a créé l'État. Et combien de siècles les Égyptiens ont mis pour créer l'État égyptien? Vous ne le savez pas. Or, c'est l'histoire de tes ancêtres. C'est la chose la première des choses que vous devez apprendre. Quand les Français disent que les ancêtres sont les Gaulois, est-ce que quelqu'un leur fait des problèmes pour ça? Quand les Allemands disent que les ancêtres sont les Celtes et les Germains, est-ce que quelqu'un les critique pour ça? Alors, quand moi je dis que mon ancêtre est un Égyptien, pourquoi ça devient un problème? Vous voyez déjà là où on va le débat. Les Français disent, ils sont Français, c'est à eux de déclarer d'où ils viennent. Ils disent que les ancêtres sont les Gaulois. C'est un problème? Ce n'est pas un problème. Mais on nous empêche à nous de dire que nous sommes parentés au pharaon d'Égypte. C'est là tout le drame. Pourquoi je ne serais pas parenté au pharaon d'Égypte? Qu'est-ce qu'il interdit?
C'est ça tout le drame qu'on a. Chaque fois que vous parlez de l'Égypte, on vous parle de... L'élément le plus caractéristique de la civilisation égyptienne, ce sont les pyramides. On en a compté une centaine en terre d'Égypte, près de 200 sur le territoire qui s'appelle actuellement le Soudan. Est-ce que vous pensez que si nous sommes vraiment les héritiers de cette civilisation-là, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des pyramides sur d'autres régions d'Afrique? Et cette civilisation égyptienne-là qui a construit de grands monuments, on le voit dans tous ces obélisques, tout ça qui ont été exportés vers les capitales occidentales. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette présence-là d'art, de culture, de civilisation, d'écriture dans d'autres régions d'Afrique qui... Vous connaissez l'art africain? Oui, mais moi, je vais vous donner un exemple. Picasso. Ce que Picasso appelait le cubisme. Le cubisme. Vous savez d'où ça vient? C'est venu de chez les Batéké au Gabon. Mais quand c'est ça le drame. Vous voyez? C'est l'art contemporain. Pourquoi ça va devenir l'art contemporain? Pourquoi c'est contemporain? Parce que c'est Picasso qui l'a fait. Oui, mais c'est récent, c'est Vous pas... connaissez l'art Dogon? Cette ignorance que vous avez de vous-même, de l'Africain, c'est ça, moi c'est ça que jusqu'ici je n'arrive pas à comprendre. L'Africain ne connaît rien de lui-même, quand il s'agit de lui-même. Rien. Nous ne connaissons rien de nous-mêmes. Les Téké, les Bakongo, les Bamileke, tout ça, mettez tout ça là ensemble, les Zoulous, les Ngoni, tout le monde, mettez tout le monde ensemble, vous allez retrouver l'Égypte ancienne. Qui est encore là? On a vu la beauté de Memphis. Pourquoi il n'y a pas... Memphis, ça ne s'appelle pas Memphis, ça s'appelait Ménéfer. Bon, pour que les auditeurs soient sur le même diapason que nous, c'est pour ça que je dis Memphis. Pourquoi il n'y a pas d'autres Memphis à d'autres régions, peut-être en Afrique de l'Ouest, dans d'autres régions, ou en Afrique australe? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que la difficulté se situe à ce niveau, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que si nous sommes les héritiers de cette civilisation-là, si nous avons contribué à bâtir cette civilisation-là, et que par la suite, la civilisation égyptienne a été appelée à disparaître, pourquoi? Elle n'a pas disparu. Oui. En tout cas, les peuples qui l'ont fondée ne sont plus sur le lieu de la civilisation. Nous sommes toujours là. Alors, pourquoi est-ce que ces peuples-là, qui ne sont plus en terre d'Égypte, qui ont été obligés, peut-être par l'histoire ou par le déclin de la civilisation, à se disperser sur tout le continent, n'ont pas pu repliquer la civilisation, les hiéroglyphes, les pyramides, les constructions monumentales dans ces régions? Jeune frère, oui. Moi j'admire beaucoup l'Occident. Pourquoi? Parce que, en tant qu'égyptologue, je sais que c'est la copie de l'Égypte ancienne. Ça vous surprend, non? L'Occident que vous admirez... Je n'ai pas dit que j'admirais l'Occident. ...est la copie de vous-même. Mais c'est ça le drame. Nous admirons notre propre copie chez les autres. Alors, qu'est-ce qui a empêché... on s'étonne qu'on n'est pas capable de ne pas reproduire quoi? Mais pour reproduire quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Vous ne le savez plus. Qu'est-ce que vous voulez reproduire? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens ne sachent plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la vraie question. Et c'est ma dernière question. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont passées. Mais il faut aller en Europe pour retrouver ce que vous n'avez pas en Afrique. Allez dans les musées de l'homme, à Berlin, à Paris, à Londres, à Amsterdam, à New York, à Madrid, à Barcelone. Là, vous allez voir tout ce qu'on a pris à l'Afrique, que l'Afrique lui-même n'a pas. Et lorsque vous pouvez voir ça, vous allez comprendre que nous sommes les héritiers. Mais ou même aller dans nos couvents. Là aussi, aujourd'hui, en tant que bon chrétien, on ne s'intéresse plus à nos traditions, à nos religions. Donc, on ne sait plus ce qui nous reste de l'Égypte et on ne sait pas quand est-ce que le déclin a commencé. Le déclin de l'Égypte a été très lent, sur au moins 1000 ans. Vous voyez? Et les peuples ont eu le temps. C'est normal, 10 000 ans d'histoire, on n'allait pas toujours rester au sommet. Il faut descendre un peu pour ressurgir. C'est dans la marche naturelle des choses. Alors, merci à vous, cher Primus Guémou, égyptologue, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir expliqué ce qui
dans la civilisation d'Égypte étaient noirs. C'est la fin donc de ce numéro de Crise et Identité. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.